bienvenue dans cette nouvelle vidéo I Love World of Art. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Vous savez, on a comme ressenti un déséquilibre avec Lionel Bart, avec qui on prépare ces vidéos. Oui, pourquoi? Parce qu'on parle et on reçoit très souvent des hommes. Et on aimerait bien rééquilibrer le tout. Et aujourd'hui, on va parler des femmes dans l'art avec Elsa Paradol, qui est la directrice de la galerie Dilecta. Galerie Dilecta, voilà, je l'ai bien dit. Tout d'abord, bonjour Elsa, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va très très bien, merci. Je voulais savoir, déjà pour commencer, comment se passe ton confinement en tant que professionnel de l'art? Eh ben, on continue à travailler en home office pour garder le lien avec nos artistes, avec les artistes avec qui on travaille, avec nos collectionneurs. On prend de leurs nouvelles, on essaye de savoir comment ils vont. Et puis, on essaye de trouver des moyens différents. Donc forcément, on s'est un peu concentré sur le digital, je pense comme beaucoup de nos confrères, pour améliorer notre présence à la fois sur le site internet, des plateformes dédiées et les réseaux sociaux évidemment. Et puis là, avec l'annonce du déconfinement le 11 mai, on est en train de préparer le retour en galerie et l'exposition qu'on n'a pas pu faire et qu'on va mettre en place à la réouverture. Et puis, on est en lien avec nos confrères pour pouvoir créer une dynamique de retour au travail et de réinvestissement des collectionneurs et pour reprendre le chemin de la galerie, en fait. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à te nourrir d'art sans pouvoir aller au musée, sans pouvoir rencontrer des artistes et tout ça. Comment tu arrives à t'alimenter d'art? Alors en fait, c'est une bonne question. Après, c'est vrai que je pense qu'en tant que professionnel du monde de l'art, on est un peu nourri d'art en permanence sans forcément pousser les galeries ni les musées, même si ça nous manque cruellement, hein. Enfin, vraiment, les week-ends, on est un peu désemparés parce qu'on a forcément des programmes, plein d'expositions qu'on aimerait faire et qu'on ne peut pas faire, donc c'est assez frustrant. Après, c'est vrai que moi, à la galerie, comme je m'occupe beaucoup de la communication, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et sur mon Instagram personnel, hein, je le précise, j'ai décidé au mois d'avril de partager le travail d'un artiste que j'aime particulièrement chaque jour. Donc sur le mois d'avril, il y en aura 32 partagés, ce qui me permet moi déjà de réfléchir à qui j'ai découvert ces derniers mois et que j'aimerais faire découvrir à ma communauté à la fois amicale et professionnelle. Donc t'arrives à t'enrichir d'art malgré le confinement, Voilà. c'est un bon signe. Et effectivement, Instagram, c'est quand même une plateforme où il se passe plein de choses. C'est un peu les galeries digitales d'aujourd'hui, les galeries 2.0 pour donner envie d'aller un petit peu plus loin. Alors on va parler d'une vraie expo qui a eu lieu en 2009 au centre Georges Pompidou, qui s'appelait Elle, on y voyait d'ailleurs des grands panneaux de l'artiste Agnès Tornauer qui mettait alors comment dire des noms masculins au féminin et féminin au masculin. En fait, elle posait la question du genre. Est-ce que tu penses que ces artistes, ou les artistes en général, s'ils n'avaient pas eu le même genre, auraient été aussi connus? Alors, moi, je me suis dit que si on se posait la question, c'est que, a priori, non. Et surtout, je pense que ça dépend de l'époque. Hmm. Des artistes et le contexte effectivement voilà à l'époque moderne au 19e au 18e ou aujourd'hui voilà l'égalité de visibilité entre un homme et une femme est forcément différent. Je pense qu'aujourd'hui être une femme artiste c'est presque devenu un atout puisque on regarde vraiment ce que fait la scène contemporaine presque féminine en fait, et on crée vraiment un vrai intérêt là-dessus. Donc je pense qu'effectivement le genre a un impact sur la notoriété, la visibilité du travail de l'artiste selon l'époque où il a travaillé en fait.
Justement, sur la question du genre, il y a un podcast que je vous invite à découvrir qui s'appelle Et si Banksy était une femme. C'est tout nouveau, ça a été créé en financement participatif et nous, dans I Love World of Art, on y a filé quelques euros pour les aider. C'est vachement bien, ça pose la question justement du genre. Et si Banksy était une femme? Alors, dans ta galerie, vous représentez quelles femmes et est-ce qu'elles ont des particularités? J'imagine que oui. Alors, Non, non, elles sont pas non, particulières. Elles sont... tout à fait. Alors, après, je vais mettre une petite précision. C'est que chez Dilecta, on n'en a pas parlé encore, mais c'est une maison d'édition et une galerie. Oui, c'est pas Et juste galerie. voilà, c'est une maison d'édition et une galerie. Donc, d'abord une maison d'édition. Donc, on publie un certain nombre de livres. Donc, il y a un département édition qui est géré par d'autres personnes. De livres d'art contemporain, de monographies, de catalogues d'exposition, de livres d'artistes. Ça a été créé comme ça et au fur et à mesure de ces rencontres, donc le directeur fondateur Grégoire Robin a mis en place toute une activité d'édition d'art et au fur et à mesure on a organisé des expositions dans l'espace qui a ouvert en 2015. Donc on n'est pas une galerie classique, on ne représente pas les artistes, on a des projets, voilà. On a des projets artistiques avec des artistes où on travaille en collaboration avec eux. Certains des artistes avec qui on travaille et les artistes femmes que je vais citer sont par ailleurs représentés par d'autres galeries à Paris et en France. Et elles travaillent avec nous sur des projets d'édition ou de séries spécifiques pour Dilecta. Alors du coup, chez Dilecta, en général, du coup la question est plus large, pas juste dans la galerie, mais globalement chez Dilecta, quelles femmes est-ce que vous représentez et quelles sont leurs particularités? Alors, chez Dilecta, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des femmes, notamment une artiste donc, vraiment internationalement reconnue, où je pense que beaucoup de gens ont vu son travail, c'est l'artiste japonaise donc, Yayoi Kusama, qui a 91 ans, si je ne me trompe pas, actuellement, donc elle vit au Japon. Et c'est vrai que c'était une femme donc, qui est arrivée aux États-Unis dans les années 50, 60, elle était très avant-gardiste et sa particularité à Yayoi Kusama, c'est qu'elle a fait d'une faiblesse une force et l'art lui a permis de se soigner presque, puisqu'en fait elle était victime d'hallucinations, enfin elle a des hallucinations quand elle avait 10 ans, où elle se sentait oppressée, elle faisait des rêves où il y avait plein de petits ronds ou de petits où elle était perdue et elle a utilisé ça dans son art qui est très coloré. Je pense que les gens ont pu remarquer, notamment à Paris, si je m'adresse aux Parisiens, l'énorme Pupkin qui avait été placé donc place Vendôme pendant la FIAC. Je ne sais plus si c'était il y a 2 ans, je ne me souviens plus l'année exactement, mais ça c'est vraiment son modèle emblématique. Et le rond, en fait, ce rond qu'on retrouve dans énormément de travaux, où elle a fait des installations immersives, où on le retrouve, qui sont ces miroirs. Et elle utilise dans les années 90 le miroir, en fait, qui permet en fait d'accentuer cet effet d'oppression qu'elle pouvait ressentir, elle, quand elle était victime de ces hallucinations. Et c'est pour ça que la pièce en édition qu'on propose à la galerie, qui est double side miroir et un carré en miroir complet avec des petits ronds, donc une sorte de mini installation qu'on peut mettre chez soi pour rentrer vraiment dans cet univers de Yayoi Kusama. J'enchaîne? Ah bah oui, enchaîne. Alors alors j'écoute, je suis en cours d'art plastique. Là, je vais te dire, j'ai pas mon fauteuil ni rien, j'ai presque envie de me mettre dans le canapé et de t'écouter parce que c'est trop chouette. Donc enchaîne. Du coup, après, c'est vrai que donc j'ai sélectionné aussi des artistes qui ont des pratiques différentes. Ouais. Et je voulais parler d'une artiste peintre qui s'appelle Alicia Paz, qui est une artiste franco-mexicaine et qui travaille donc toujours beaucoup sur la figure des femmes et sur la mixité. Alicia Paz, elle a grandi au Mexique, elle est venue faire ses études en France, elle est diplômée des Beaux-Arts, elle a fait un passage en Allemagne et après elle a terminé ses études à Goldsmiths, donc qui est une des plus grosses écoles d'art, plus grande école d'art en Angleterre, et à la Royal Academy of Arts. Donc elle est mexicaine et dans son travail on le ressent, il y a énormément de couleurs, c'est une artiste qui est très généreuse et qui va travailler beaucoup sur la figure féminine.
et sur l'hybridation de cette femme, où elle va fusionner avec des choses organiques pour montrer toute la complexité du soi féminin. Donc on va avoir des femmes monstres, des femmes arbres, des femmes comme ça très colorées avec des paillettes. C'est vraiment très très généreux. Et pour Dilecta, on a réalisé, comme on est éditeur à la base, elle a réalisé des pièces qui sont très belles, qui sont des livres peintures, où ce sont des livres anciens, où on a cette figure féminine au centre qui sort tel un pop-up en fait de couleurs comme ça, et on perçoit toute la complexité de ce que peut être la nature féminine. Et elle a aussi une autre part de son travail qui est sur l'identité, la mixité et la complexité aujourd'hui avec la famille. La famille d'aujourd'hui qui est souvent recomposée, qui est souvent à la fois sud-américain et français, suédois et espagnol. Donc la famille contemporaine, c'est les frontières qui sont complètement friables. Et on avait découvert, enfin le directeur de Dilecta avait découvert une pièce qui est absolument magnifique, qui avait été exposée au MACVAL, qui est un centre d'art contemporain à Vitry-sur-Seine, en 2017, lors d'une exposition qui s'appelait Tous des sans mêlés, qui était vraiment sur ce travail des artistes multi-origines. Cette pièce s'appelle Family Tree et est composée de... C'est un grand arbre généalogique où elle travaille à partir de plans, de maps qu'elle va découper avec des noms de stepmother, belle-mère, frère, sœur. Et tout ça se mélange dans une immensité de couleurs et de paillettes. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Voilà. Donc ça, c'était voilà, Alicia Paz, qui est une artiste. Donc elle vit à Londres. Nous, on travaille régulièrement avec elle. Et on peut la retrouver dans beaucoup de collections, de collections contemporaines en France, dans des FRAC, FRAC Île-de-France, Fonds municipal d'art contemporain. Donc, elle est vraiment considérée comme une artiste de la scène française. Après, je voulais vous parler aussi d'une artiste que j'aime beaucoup, qui est une artiste, donc qui est une femme qui est sculpteur. C'est Morgane Schimber, qui voilà, je dirais mid-carrière, puisque je voulais parler de ça, qui est représentée à Paris par la galerie Lovenbruck. Et c'est une artiste qui travaille la matière et le contraste entre les matières. Donc on est vraiment dans quelque chose de direct. Elle va utiliser beaucoup le feu dans son travail. Toutes ses pièces communiquent entre elles. Et elle va utiliser beaucoup le verre soufflé, les matières un peu recherchées. Nous, on a fait une édition qui s'appelle Honey Drop, qui représente en fait une sorte de miel qui coule comme ça, de manière très généreuse, très gourmande. Et c'est en réalité du verre en fusion teinté. Je suis toujours avec mon pot de miel dans le coin. C'est ça. Et elle va le contraster avec une matière un peu plus violente, en fait, et, qui est le crochet de boucher. Donc, ce sont des vrais crochets bouchés en cire où elle accroche cette pièce en verre. Et dans beaucoup de ses travaux, elle va contraster des matières très dures, très violentes, comme le fer, avec le verre, le feu, et ou même contraindre à la manière des shibari japonais, la céramique, donc, qui est une matière très fragile. Et c'est une artiste qui est assez reconnue sur la scène contemporaine française. Et elle a notamment eu en 2001, donc à 24 ou 25 ans, le prix Paul Ricard, qui est un prix qui est décerné chaque année depuis 1999 pour soutenir un jeune artiste contemporain. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous parler d'une artiste avec qui on a travaillé récemment, une jeune artiste qui a à peu près mon âge, donc 34-35 ans, qui est Giulia Andreani, qui est une artiste italienne, elle est vénitienne exactement, qui est, elle, dans une période de sa carrière où vraiment danse.
puisqu'en 2019, elle a eu 3 expositions importantes à la Banque Béthune, donc personnelle. Il y en a une, je ne me souviens plus. Ah oui, au musée de Dole. Et elle a commencé à être représentée en France où elle a eu un solo show qui était sublime à la galerie Max Esler qui la représente. Nous, on a eu la chance, et c'est comme ça qu'on a collaboré avec elle, de pouvoir réaliser sa première monographie qui est sortie là récemment. Donc, il y a une vraie, très belle introduction à son travail. Ce qui est intéressant dans le travail de Giulia Andreani, c'est que c'est une artiste peintre, hein, c'est une femme peintre qui remet au goût du jour, si je peux parler comme ça, la peinture d'histoire. Giulia Andreani, elle est à la fois chercheuse et peintre, donc elle va faire un vrai travail d'archive sur l'histoire de l'Europe et sur l'histoire de l'art. De là, elle va extraire des images, des photographies historiques et elle va s'inspirer de ces photographies pour recomposer des images en peinture très grand format. Elle peint en camailleux avec du bleu de pen, donc ça donne vraiment un côté archive, image d'histoire, et elle va porter son regard sur ces éléments historiques. C'est une artiste qui travaille aussi, qui est très féministe, qui est assez féministe, et donc la position de la femme est aussi très présente dans son travail. Le fondateur de Dilecta adore vraiment son travail. On lui a proposé de faire une série qui s'appelle Les 17 Frida, où elle s'est expérimentée à réinterpréter 17 fois son même tableau, qui est un portrait de Frida Kahlo enfant à l'âge de 12 ans. Qu'elle a réalisé. Hein. Le tableau existe, il est dans une collection privée. Et ce tableau s'est inspiré d'une photographie anonyme de Frida Kahlo qui appartenait au père de Frida Kahlo, en fait. Et donc, dans cette interprétation, on a fait des estampes et l'artiste va repeindre à l'aquarelle, à la peinture à l'huile, qui sont ses médias habituels. Elle a réinterprété de manière différente sur ce visage d'enfant, en intégrant des masques, dans des cages dorées, en mettant des petits points en diptyque, le portrait de Frida Kahlo indéfiniment. Donc c'est assez intéressant de voir comment une artiste peut réinterpréter son propre travail différemment. Elsa, tu voulais nous parler également d'une autre artiste, Martine Abalea, c'est ça ? Tout à fait. Alors, Martine Abalea, c'est une artiste qui est franco-américaine, qui crée des univers complets. C'est une conteuse, en fait. Elle nous raconte des histoires. Elle nous amène un peu comme le petit lapin d'Alice au pays des merveilles dans son univers. Elle va créer des installations. Elle est scénographe et elle est photographe. Elle photographie. Elle va retravailler ses photos, soit manuellement, soit numériquement, avec une palette de couleurs qui lui est propre, hein, qui n'est pas du tout de manière naturaliste, avec des roses fluo, des verts fluo, on va plonger là-dedans comme si on plongeait vraiment dans une histoire. Elle va écrire aussi des textes un peu décalés, où elle va nous amener dans une croisière sombre, où il fait nuit et où les gens deviennent dingues. Elle avait créé en 2017 au Festival Extra. Le Festival Extra, c'est un salon dédié à la littérature dans l'art, hein, qui est au Centre Pompidou. Donc en 2017, elle avait été scénographe. Et elle avait créé une histoire complète avec des images qui s'appelait Le Musée des Amours, où elle raconte une histoire en épisodes. Chaque jour, un nouvel épisode apparaissait, où elle raconte comment une histoire d'amour un peu farfelue se passe dans les dédales d'un musée d'art contemporain. Et Martine Abalea, finalement, c'est ça, c'est un monde imaginaire, un monde onirique ouvert dans toutes ces images. Elle est assez reconnue du monde institutionnel parce qu'elle a exposé au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, notamment en 99, où elle a créé l'hôtel Passager. Récemment, à Lille 3000, si je ne me trompe pas, elle a recréé un univers complet qui s'appelait Eldorado Lounge, où on rentrait dans une pièce, où elle avait créé des tapisseries complètement naturelles, avec des images de forêt qu'elle avait complètement édulcorées, avec un tabouret, recouvert les fauteuils. C'est vraiment une expérience immersive.
et infinie. Et une dernière artiste dont tu voulais nous parler aussi, une plus jeune artiste qui s'appelle Pauline Rousseau. Tout à fait. Je voulais vous parler de Pauline Rousseau, qui est une jeune artiste qui a 30 ans, elle est photographe. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, elle est photographe parce que elle pouvait, quand elle a voulu faire une école d'art, parce qu'elle est historienne de l'art à la base, hein, elle est diplômée de l'école du Louvre, et à la fin de son cursus, elle s'est dit qu'elle voulait être artiste. Et elle avait 26 ans et les écoles d'art n'acceptent plus à cet âge-là d'étudiants. Donc, elle est rentrée à l'École nationale de photographie de Arles et dont elle est sortie en 2016. C'est une artiste que j'aime beaucoup parce qu'elle, justement, en tant que femme, elle travaille beaucoup sur le genre. Elle travaille énormément sur le genre où elle va se mettre en scène et sur la masculinité. C'est-à-dire que c'est une femme artiste qui a comme médium la photographie, va s'intéresser à la masculinité et à ce que ça va engendrer comme expérience, elle en tant que femme qui photographie un homme et qui va rechercher cette sensibilité-là, cette sensualité-là, ce côté féminin que peuvent retranscrire les hommes à travers leur propre virilité. Donc elle a beaucoup de séries photographiques qui traitent de ça. Elle a notamment photographié des rugbyman, donc vraiment sur le terrain, c'est le propre de la virilité, dans leur vestiaire, où il y a un côté de relâchement. Elle a aussi créé des portraits où il y a une tension entre les hommes et elle, en tant que femme artiste, qui dirige l'homme dans la création de cette scène photographique. Elle a aussi photographié les joueurs du PSG, puisqu'elle a eu le prix carte blanche du PSG. Et elle a aussi fait une série d'aquarelles. Donc là, on n'est pas dans le travail photographique, que j'aime beaucoup justement par rapport à ce travail de genre, de faiblesse et de masculinité qui s'appelle Les Perdants. C'est-à-dire qu'elle a regardé des matchs de boxe et elle a essayé de trouver, et ça a été très difficile parce qu'en fait, les perdants ne sont pas filmés dans les matchs de boxe ou de catch, ils ne sont pas filmés pour montrer la fragilité, cet homme qui est cassé dans sa virilité en fait, où on les voit avec des yeux au beurre noir, tout dégoulinant de sang et de tous les liquides qui peuvent ressortir quand on vient de se faire tabasser en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'elle intervient aussi régulièrement dans des tables rondes pour parler de ce sujet-là. Notamment, l'année dernière, en 2019, elle avait été invitée par Aware à une table ronde qui s'appelait L'autre, l'homme. Donc à la Monnaie de Paris, dans le cadre des événements autour de l'exposition de Gregson Perry. Voilà, qui est un homme qui se travestit, qui a créé des robes, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un travail très contemporain aujourd'hui et très actuel du genre et de s'intéresser, qu'une femme s'intéresse à la masculinité. Ben justement, à ce sujet sur la masculinité, plutôt généralement, pas forcément sur l'art, il y a un super podcast dont je suis fan, que j'écoute super souvent, qui s'appelle Les couilles sur la table. Et ça pose justement les mêmes questions que les questions que se pose Pauline Rousseau. Donc si vous aimez les podcasts, je vous invite vraiment à aller découvrir Les couilles sur la table. Je voulais savoir, Elsa, est-ce qu'à un moment donné, dans l'art, la femme va être l'égale de l'homme? Ou est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que la femme va être l'égale de l'homme? Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans l'art, on arrive à un moment où, effectivement, les inégalités qu'on pouvait avoir, qui étaient assez importantes dans les siècles d'avant, hein, j'allais dire au début du XXe, mais en fait, dans les siècles d'avant, l'artiste femme, il y en a certaines qui sont très connues, mais on les connaît parce qu'on est aujourd'hui, on a déjà fait ce travail de ressortir un peu le travail des artistes femmes. Aujourd'hui, je pense que les professionnels du monde de l'art, aussi bien dans le monde institutionnel, les commissaires, les galeristes, veillent à ce que le travail, il y ait une égalité de présentation dans le travail des hommes et des femmes. Alors, j'ai regardé un peu ceci avant de faire cette vidéo, les programmations de musées importants et de voir la place des femmes. Et je me suis rendu compte, par exemple, au musée d'Orsay, depuis 2016,
il n'y a eu que 2 femmes qui ont qui ont une exposition personnelle. Voilà, pour citer. Et au musée d'art moderne de la ville de Paris, pareil, il y en a très peu. Alors, on en parle beaucoup quand il y a une femme, c'est vrai, parce qu'on est dans ce travail-là, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et aujourd'hui, on a cette conscience-là, donc je pense qu'au fur et à mesure, ce sera le cas. Dans l'art contemporain, purement galerie, je pense qu'on arrive à un équilibre. Et aujourd'hui, les femmes sont quasiment considérées à l'égal des hommes. Yes. Voilà. Et au niveau des codes, ça se fera petit à petit. Quand on regarde, par exemple, dans l'art moderne, Berthe Morisot, voilà, elle a une cote sur le marché de l'art qui sera à l'égal de ses contemporains. On peut citer aussi, encore plus en arrière, une artiste femme du 18e qui est immensément connue, c'est Vigée Lebrun. Donc pareil, on est sur la cote. Qui sont équivalentes. Je voudrais qu'on écoute un extrait de l'artiste Kashink que j'ai reçu il y a pas longtemps. C'est une graffeuse parisienne, elle vit dans le 20e, c'est une voisine, donc en fait je vois ses œuvres, j'ai la chance de voir ses œuvres tous les jours en me baladant. On écoute son point de vue justement sur la place de la femme dans l'art. Je pense que longtemps, la femme, elle a été reléguée au rang de genre, c'est son hobby. Les personnes qui vont être en charge de décider qui est valable artistiquement sont souvent des hommes. Il y a comme une espèce d'habitude de travailler entre hommes. Dès que ça devient sérieux, c'est une affaire d'homme. C'est marrant parce que souvent, tu vois, on m'a posé la question, est-ce que c'est difficile pour toi d'être une femme dans le graffiti ou dans le street art? De la part de mes pairs, j'ai très très rarement eu des remarques sexistes. Par contre, de la part des institutions, oui. Voilà, donc c'était le point de vue de Kashink justement sur la place de la femme, des femmes dans le milieu de l'art. On peut faire un autre parallèle, Elsa, sur les couples, parce qu'il n'y a pas que les hommes, que les femmes, il y a aussi des couples dans l'art. Tout à fait, il y a des couples dans l'art et il y a des couples qui ont des pratiques qui sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas ensemble. Et c'est cela dont je voulais parler aujourd'hui, parce que souvent, les hommes, dans l'histoire de l'art, ont pris de l'ascendant sur le travail des femmes, a été plus reconnu. Donc, c'est vrai qu'on pourrait parler Moi, j'aimerais parler en fait de 2 couples de photographes que j'aime beaucoup. C'est Helmut Newton et Alice Spring, où internationalement, le travail d'Helmut Newton dans la mode est très connu et le travail d'Alice Spring est moins connu des néophytes. C'est-à-dire que Helmut Newton, tout le monde le connaît. Alice Spring, pas forcément. Et si on la connaît, on ne sait pas forcément que c'est la femme d'Helmut Newton et elle a une présence et une cote effectivement sur le marché qui est moins importante que celle de son époux. Heureusement, et les institutions viennent pallier à ça, puisque Alice Spring a eu une exposition personnelle il y a quelques années, je crois que c'était en 2015 ou en 2016, je ne sais plus, au musée, enfin à la MEP, à la Maison européenne de la photographie, qui a pu nous montrer, et nous en tant que spectateurs, se rendre compte que le travail d'Alice Spring est aussi bon que le travail d'Helmut Newton. Et donc aujourd'hui, on peut un peu, grâce à ces expositions, à cette prise de conscience, rétablir un peu la notoriété qui devait aller à ces femmes. C'est la même chose pour Henri Cartier-Bresson, qui est juste mondialement connu dans le photojournalisme. Et il a une femme qui est Martine Franck, qui a un travail aussi bon que le sien, qui est plastiquement extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, je trouve que c'est important de le dire, et si les gens ont envie d'aller voir, la Fondation Henri Cartier-Bresson expose régulièrement le travail de Martine Franck sous des thématiques. Et je trouve que c'est bien de leur part de rétablir un peu cette égalité qu'il pourrait y avoir dans ce couple de créateurs, de photographes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le travail des institutionnels, des professionnels de l'art est aussi de rétablir cette égalité sur des artistes plus anciens. Après, sur les couples d'artistes, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a aussi ce qui est intéressant, mais ça
c'est les couples qui travaillent ensemble. C'est hyper intéressant, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo I Love World. On pourra même, pourquoi pas, te poser quelques questions. Pour terminer notre échange, Elsa, parce que je vais rentrer dans les questions techniques, mais là, l'enregistrement qu'on est en train de faire avec Elsa, c'est via une plateforme qui nous permet d'enregistrer un certain nombre de minutes, et si on dépasse, ça bloque tout. Donc voilà, juste, sinon on pourrait parler pendant des heures, voire toute la journée, ça aurait été avec grand plaisir. J'ai une question que je pose à chaque fois, à tous mes invités, que j'adore, parce que je suis dans ma quête de compréhension de l'art. Allez, attention, dissertation, tu as 30 secondes pour me répondre. L'art, ça sert à quoi? L'art, ça sert à se faire du bien, et j'ai presque envie de dire à survivre. Parce que sans art, en fait, on pourrit. Enfin, on pourrit. Il nous manque quelque chose pour être vraiment épanoui. C'est quelque chose qui procure du plaisir, du bonheur. C'est un peu comme le sport, en fait. C'est des endorphines, c'est une stimulation du cerveau, c'est une stimulation de la sensation, de l'émotion. Et je pense que pour avoir un bon équilibre, c'est extrêmement important de l'intégrer dans son quotidien et dans son art de vivre. Et il n'y a pas de bon art, il n'y a pas de mauvais art, il y a de l'art qu'on aime, et il faut se laisser guider par ses sensations. Voilà, pas hésiter à pousser les portes, pas hésiter à poser des questions. Et c'est l'art en général, c'est pas que l'art plastique en tant que galeriste, mais ça va être aussi l'art au sens large, la musique, le cinéma. Voilà, je pense que ça fait partie d'un équilibre émotionnel pour être en bonne santé. Bah écoute, je suis bien d'accord avec toi, c'est quelque chose qui permet de nous nourrir. En tout cas, je me nourris de tout ça depuis que j'ai commencé I Love World of Art. Merci Elsa Paradol pour toutes ces informations, pour cet échange. Avec plaisir. Je sais que tu as dit à toute ta famille d'aller se cacher derrière pour faire la vidéo, donc merci à eux également de s'être cachés. Tu peux les libérer maintenant. Je vais leur dire, c'est bon, vous pouvez rentrer. Bon, en tout cas, voilà, c'était Elsa Paradol, la directrice de la galerie Dilecta. Un grand merci à vous également de suivre ces vidéos, d'apprendre tout plein de choses avec nous. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous vous portez bien chez vous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo of Art. Ciao! No, I don't wanna have cool. What is the future? Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.